bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi. Je m'appelle Philippe Mabi, je dirige la rédaction du journal La Tribune. Petite publicité, lisez La Tribune, c'est un très bon journal. On parle de tous ces sujets. Et on est partenaire du Printemps de l'économie, Pierre Pascal, et on est ravis comme chaque année. Et j'ai le plaisir, c'est un format, d'habitude, c'est des tables rondes avec 7-8 personnes, c'est pas facile, mais là, c'est un vrai dialogue avec le président de Paris Dauphine PSL, Helmut Mood, qui est on va dire, l'un des papes, l'un des inventeurs de ce concept de relocalisation. Il y travaille, me disait-il, depuis longtemps, bien plus longtemps que l'on en parle. 93, vous me disiez, vous avez écrit un premier papier sur les impacts du progrès technique. Vous publiez d'ailleurs un excellent papier dans La Tribune, auquel je vous renvoie, sur le thème, et on en parlera, de quel type de relocalisation on parle. Et en fait, c'est un peu de ça qu'on voudrait finalement vous faire partager au cours de ce débat, parce que ce débat, évidemment, est dans l'actualité, j'allais dire, du contexte à la fois post-Covid. Vous avez bien vu, on en reparlera, qu'on s'est posé la question de notre dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de biens, prenons les masques pour ne prendre qu'on a aussi découvert qu'on avait des difficultés de souveraineté par rapport à beaucoup de sujets qui sont plus immatériels, comme le numérique d'ailleurs, mais des produits qui paraissent finalement banals aujourd'hui, mais qui sont l'enjeu d'une vraie bataille mondiale, les semi-conducteurs, sans lesquels on ne peut plus rien faire dans le monde dans lequel on est, et dans la transition écologique dans laquelle on est en train d'entrer. Donc je crois que ce débat est à la fois dans la grande actualité économique du moment, et il est également dans la grande actualité politique, puisque vous allez assister au cours des débats politiques, la campagne présidentielle qui ne fait que commencer, à beaucoup de sujets là-dessus. Et je crois que ce qui est intéressant de voir en échangeant tous les deux, c'est de faire attention aux illusions, aux fausses idées, et peut-être de reposer et de vous aider, peut-être vous, étudiantes et étudiants, à vous poser les bonnes questions. Et je crois que si on réussit à faire ça, Helmut Mood, ça serait vraiment superbe. Donc peut-être pour commencer, vous demander de repréciser les choses. De quoi on parle quand on parle de délocalisation, mondialisation, relocalisation? Quelles sont les définitions quand on évoque ces questions d'avantages comparatifs, finalement, disons le mot, entre le Nord et le Sud? Merci beaucoup et bienvenue à toutes et à tous à Dauphine. Et merci pour cette introduction sur J'ai pas précisé, sujet. Pardon, que vous allez faire paraître un livre qui s'appelle Relocalisons aux éditions Le Pommier. Donc voilà. Oui, j'espère pouvoir le rendre à temps, mais c'est moins sûr. De quoi on parle? Alors, ce matin, on a eu une petite séance qui a duré 1 heure sur les chaînes de valeur mondiales. Ça a un lien avec les chaînes de valeur mondiales, bien sûr. Quand on se pose des questions de relocaliser, il faut d'abord se poser la question de savoir par rapport à quel type de délocalisation on se positionne. Il y a 2 types de délocalisation. Il y a les délocalisations d'accès au marché, donc on investit à l'étranger pour aller conquérir les marchés là où ils se trouvent. Et celles-ci, personne ne pense qu'il faille les arrêter. Je veux dire, personne ne pense que raisonnablement, il faille diminuer les chances des entreprises françaises de vendre sur les marchés tiers par l'investissement à l'étranger. Et en fait, plus les coûts de transaction, plus les barrières douanières augmentent, plus les coûts de transport augmentent, plus les entreprises sautent ces barrières pour aller s'installer sur place. Donc ça n'est pas les délocalisations de type investissement direct dont on parle, sauf si la demande reprenait fortement en Europe et plus qu'ailleurs. Et dans ce cas-là, il y aurait des possibilités de reprise des activités de délocalisation en Europe, etc. Bon. Les délocalisations dont on parle, ce sont celles qui consistent à, vous avez parlé d'avantages comparatifs, à aller dans des secteurs qui sont concurrencés par des pays qui ont de meilleurs avantages comparatifs que nous en termes de coûts, aller produire sur place et réimporter le produit final en France. Donc c'est ce qu'on a vu avec les médicaments. On a délocalisé en Chine massivement les principes actifs de fabrication du paracétamol. Et la recherche-développement se faisait en France, le marketing également, mais la fabrication était complètement délocalisée, sous-traitée en Chine et en Inde, et le produit réimporté pour être consommé en France. Ou bien on peut directement se faire de l'outsourcing, acheter
des consommations intermédiaires, des morceaux de biens qui vont rentrer dans la voiture. Vous parliez des semi-conducteurs, des puces, voilà, toute une série de composants qui rentrent dans vos activités. Et quand vous importez ces biens pour les mettre les assembler, les réexporter, vous voyez que ça constitue aussi des opérations de délocalisation motivées par des différences de coûts de production unitaires. Alors, c'est quoi des coûts de production unitaires? Ce qui intéresse les économistes et les entreprises, ce n'est pas les niveaux de coûts salariaux, ce n'est pas que le coût salarial soit plus faible en Chine qu'en Europe, c'est le fait que c'est le rapport entre le salaire et la productivité. Donc, c'est la raison pour laquelle les relocalisations vont apparaître. Ces différences de coûts salariaux par unité produite, de niveau de salaire par rapport au niveau de productivité dans les pays, bougent tout le temps. Mais ils ont beaucoup bougé à partir des années 2010. Et à partir des années 2010, on va voir quelque chose se produire dans les pays émergents, en Chine en particulier. C'est que les niveaux de productivité vont augmenter, mais relativement faiblement, mais les salaires vont exploser, en particulier dans les zones où se concentre la production, l'assemblage, dans les zones côtières, à Shanghai, en Chine, etc. Et comme les salaires vont augmenter beaucoup plus vite que la productivité, le coût salarial par unité produite, faites le rapport, augmente. Et donc, en 2000, on est à 40% du coût salarial unitaire américain. Et en 2018, on va passer à 85%, voire 90% du coût salarial unitaire américain. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, c'est l'inverse qui s'est produit. Les salaires sont restés constants, mais la productivité a grimpé. Et donc, comme le dénominateur a beaucoup augmenté et que le numérateur est resté constant, le coût salarial unitaire aux États-Unis a baissé. Donc, il y a un effet de convergence des salaires, si vous voulez, par unité produite, qui font que les entreprises ne trouvent moins intéressant de dilater leur chaîne de valeur, d'aller les délocaliser très loin en Chine, et elles ont tendance à partir de 2010, pas à partir de la crise sanitaire, à partir de 2010, 2011, 2012, à rapatrier leur chaîne de valeur en Europe, en France, à relocaliser. C'est ça la relocalisation qui nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'effectivement, il y a des secteurs industriels entiers qui ont été frappés par une délocalisation, une hypermondialisation, on a dit, dans les années 1990-2000, où les coûts de transport étaient relativement bas, les différences de coûts salariaux unitaires étaient élevées, et donc les entreprises ont été... La libéralisation des échanges, l'OMC favorisait tout ça, et donc les entreprises ont été amenées à dilater leur chaîne de valeur très loin. C'est ce mouvement qui s'est arrêté à partir des années 2010 et qui font que les entreprises sont revenues. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait que la dynamique du commerce mondial s'est réduite. Ce n'est pas qu'on ait une démondialisation au sens où le commerce mondial a chuté en valeur absolue. C'est simplement que le commerce international qui a augmenté 2 fois plus vite que la production mondiale durant les années 90-2000 jusqu'en 2010, c'est-à-dire durant la période d'hypermondialisation, ce rapport est tombé à 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les exportations augmentent aussi vite que la production mondiale, non pas 2 fois plus vite. Donc on a un ralentissement de la dynamique du commerce mondial. Dans ce ralentissement de la dynamique du commerce mondial, une bonne partie est liée au fait que les chaînes de valeur mondiales, les délocalisations ont été freinées et les firmes ont tendance à rapatrier leurs chaînes de valeur dans leur pays domestique ou plus généralement en Europe. Voilà le phénomène de relocalisation qui nous intéresse. Les emplois ont été beaucoup perdus dans l'industrie à cause de ces phénomènes-là, et aussi des gains de productivité et aussi de la montée des services. Mais du coup, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, les ruptures d'approvisionnement, est apparu à grand jour, les coûts sont apparus au grand jour, les coûts cachés de ces opérations de délocalisation qui ont finalement été favorisées par une situation débridée en matière de commerce, des coûts de transport faibles à l'époque, et puis des écarts de coûts salariaux élevés. Et ce que ont fait les firmes, c'est qu'elles ont automatisé, robotisé leur chaîne d'assemblage, là où c'était possible de le faire, et du coup, les coûts par unité produite en Europe et aux États-Unis deviennent aussi intéressants qu'en Chine ou ailleurs. Donc il n'y a plus tellement besoin d'aller délocaliser très loin des processus d'assemblage. Donc je dirais que la relocalisation, c'est un phénomène logique d'inversion des différences de coûts de production.
Si on s'arrête que là, j'appelle ça des relocalisations ricardiennes, parce qu'en fait, dans la théorie des avantages comparatifs, vous perdez des avantages comparatifs et vous allez produire là où ça vaut le mieux le coup de produire. Mais si vous pouvez regagner ces avantages comparatifs parce que vous avez robotisé les chaînes d'assemblage, de montage, ben vous avez récupéré l'écart de coût qui vous était défavorable. Et vous pouvez alors de nouveau reproduire en France. Il n'y a pas de fatalité des délocalisations, il n'y a pas de fatalité. Mais est-ce que c'est relocalisé comme ça, c'est pérenne? C'est moins sûr. Alors, on va y revenir parce que vous évoquez plein de sujets. Je signale, vous pouvez m'envoyer, j'ai une petite application pour recevoir vos éventuelles questions. J'essaierai de les regrouper peut-être dans une trentaine de minutes. On va continuer la conversation sur... vous avez évoqué finalement ce débat sur la mondialisation. Mondialisation heureuse ou malheureuse, finalement, comme on a pu le dire. Alors, il y a eu une phase où elle était plutôt heureuse, au sens où elle nous permettait d'ouvrir des marchés, vous l'avez dit, d'aller produire sur place pour s'ouvrir ces marchés, et également pour offrir du pouvoir d'achat, hein, il faut le dire. Tous les sondages le montrent. Si on peut payer un certain nombre de produits moins chers, ça nous arrange. Le Made in France, il est plus cher. Les gens, la limite du Made in France, c'est quand on dit aux gens, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher? C'est jusqu'à quel point, évidemment. Et on le voit bien, notamment dans un certain nombre de produits, je dirais de base, qu'on consomme. Après, il y a la question de la mondialisation malheureuse. C'est-à-dire, est-ce qu'on est allé trop loin dans ces délocalisations? Est-ce qu'elles ont appauvri les pays, l'Occident, pour le dire vite, et on l'a constaté, vous l'avez dit, par l'écrasement des salaires, la disparition pour beaucoup des usines, donc des classes moyennes, la désespérance d'un certain nombre de territoires, et puis la perte de savoir-faire industriel. Et c'est là que je voudrais en venir au point, donc du moment où on est, parce que tout ça, on le sait, bon, il y a eu Montebourg, tout ce débat sur la démondialisation, mais on voit bien qu'on ne va pas faire revenir toutes les usines qui sont parties. Enfin, je crois que ce serait tromper les gens si on vous dit ça dans les débats politiques, que toutes les usines qui sont parties à l'étranger vont toutes revenir. Donc la question, c'est lesquelles vont revenir? Alors vous parlez de cette idée d'avantage comparatif. Lesquelles vont revenir? Et est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question de nouvelles relocalisations qui soient plutôt, alors vous les qualifiez de schumpeteriennes, vous allez nous l'expliquer, c'est-à-dire des relocalisations sur des chaînes de valeur à plus forte valeur ajoutée, dans lequel on a vraiment de la R&D. On peut l'imaginer notamment grâce à la transition écologique, d'avoir des emplois qui soient relocalisés par des usines qu'on n'aurait pas forcément délocalisées de facto, mais qui vont nous permettre de réussir cette transition écologique. Oui, merci. Vous avez bien fait de reposer la question sur la période actuelle. Les illusions, s'il en existe, c'est sur la démondialisation dans son ensemble. On n'assiste pas à une démondialisation complète. Parce que pour qu'il y ait une démondialisation complète, il faut que toutes les composantes de la mondialisation reculent. Il y en a 5. Il y a le commerce international, on vient d'en parler, oui, c'est vrai. Il y a une moindre dynamique du commerce mondial depuis les années 2010. Et on peut parler, d'une certaine manière, de démondialisation commerciale ou réelle. Par contre, les investissements directs à l'étranger recommencent de nouveau, et c'est normal. Plus vous avez des barrières, plus les entreprises vont aller chercher les marchés lointains par l'investissement. Et bon, plus personne n'essaie de les freiner. La finance, troisième composante, plus que jamais mondialisée, et même restée débridée autant qu'avant, en dépit de toute une série d'efforts de régulation ça et là. Et puis, les technologies et la connaissance, pareil, quatrième composante, elle continue. Les brevets, évidemment, ralentissent la diffusion de la connaissance, mais ça circule au niveau mondial. Et les recherches-développement qui étaient produites dans les années 70-80, jalousement par les multinationales dans leur pays d'origine, c'était seulement 4% au début des années 80 qui étaient globalisées, qui étaient produites ailleurs que dans les sociétés mères. Aujourd'hui, c'est 35% de la recherche-développement qui est produite ailleurs que dans le pays d'origine de la firme multinationale. Et puis 5, la migration internationale, qui a été la composante la plus freinée de la mondialisation, qui, elle, connaît un arrêt du fait de la crise sanitaire. Il y a eu une baisse de 50% des flux de migration en 2020, au moment de la crise sanitaire. Et il y a un effet d'hystérésis, un effet de persistance de ce phénomène de ralentissement. Aujourd'hui, on le voit avec les pénuries sur le marché du travail anglais, qui a subi le Brexit, ou même en France, puisqu'il y a des secteurs entiers qui ne trouvent pas la main-d'œuvre qu'elles recherchent. Mais c'est un autre problème sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Donc si vous faites le panorama de la mondialisation, vous n'observez pas une démondialisation de toutes ces composantes. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait qu'on serait dans une dynamique de retournement complet de la mondialisation sur des bases nationales. Et j'allais un peu plus loin, il ne faut peut-être pas le souhaiter non plus. C'est bien d'aider les pays
les plus pauvres à se développer. C'est une chance pour eux aussi, et une chance pour nous pour qu'ils nous achètent nos produits. Alors, ce n'est pas seulement altruiste, hein, c'est simplement une réalité. C'est qu'au fond, les firmes, la mondialisation, il y a une deuxième illusion qui consiste à penser que la mondialisation est mondiale. Elle n'a jamais été vraiment mondiale, elle n'a jamais été planétaire. C'est pour ça que vous parliez de mondialisation malheureuse, parce qu'elle a produit des inégalités majeures, des inégalités entre territoires, et des territoires totalement délaissés qui ne participent pas à la division internationale du travail. L'Afrique a même décroché dans la mondialisation par rapport aux années 70, aux années où elle exportait des matières premières. La part dans les investissements directs étrangers est restée à 2% durant les 15 dernières années. Donc c'est une région qui n'a pas été entraînée dans la mondialisation. Et puis à l'intérieur même des économies, vous connaissez les inégalités entre les territoires qui sont majeures. Et enfin, les inégalités entre personnes se sont développées plus que jamais, d'où le phénomène des classes moyennes qui ont voté Trump aux États-Unis, etc. Donc il y a un vrai problème d'effet inégalitaire de la mondialisation, de l'hypermondialisation des années 90-2000, qui n'a pas été compensé. Et en fait, la problématique, pour moi, l'angle mort des politiques publiques, c'est l'incapacité qu'elles ont eue, durant toute la période de cette hypermondialisation, à compenser les pertes, les perdants. Les perdants sont restés les perdants et les gagnants sont devenus encore plus gagnants dans cette mondialisation. C'est ça qui fait que, évidemment, elle est relativement peu acceptable. Et cette poussée, disons, d'une réclamation par les classes moyennes un peu partout, les Gilets jaunes en France ou les classes moyennes américaines blanches, etc., enfin, tout ceci s'est traduit par une demande de protection. Et cette demande de protection, est-ce qu'elle va protéger les travailleurs qui sont les plus exposés? C'est une autre affaire. Mais en tout cas, elle ne concerne pas toutes les composantes de la mondialisation. Il y en a au moins 3 qui passent à travers complètement: les investissements directs, la finance et les technologies et les connaissances. Donc, quand on fait le bilan de ça d'un point de vue purement objectif, et on remet les pendules à l'heure et on dit attention à ce qu'on raconte sur la démondialisation. Après, est-ce que c'est souhaitable ou pas? C'est ce que vous dites. Ce n'est pas toujours souhaitable que tout se recompose, parce que, par exemple, est-ce que c'est souhaitable de relocaliser, de payer Sanofi pour qu'ils reviennent fabriquer des paracétamol? J'en parlais ce matin encore, mais c'est une technologie de 1878. Est-ce que c'est intéressant pour nous d'avoir une politique industrielle qui dise on va relocaliser des activités totalement standardisées, polluantes en outre, et les faire revenir en France, alors qu'il existe des biotechnologies qui permettent de fabriquer des médicaments nouveaux? Voilà, donc il y a une problématique de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. On va y revenir, mais juste sur ce point peut-être qui est important, parce que ce qu'on observe, et là c'est à cause de la crise Covid, vous avez évoqué quelques-uns des effets, on observe une désorganisation des chaînes de production mondiales, avec une désorganisation du commerce mondial. Le prix d'un container est passé de 2 000 à 20 000 euros. Il n'y a pas de container, donc le commerce est quand même très perturbé. Je parlais des semi-conducteurs. Il y a une guerre mondiale pour savoir où sont qui va capter finalement la production. La Chine, ayant peur à cause de la guerre technologique avec les États-Unis, s'est mis à acheter tout ce qu'il y avait sur le marché de peur d'avoir des pénuries. Donc on a des problèmes de pénurie qui sont en train de s'installer. Du coup, il est assez logique, enfin il peut sembler rationnel, notamment pour l'Europe, d'essayer de se protéger, d'être moins dépendante. On utilise beaucoup ce mot, qui est beaucoup à la mode dans le débat public en ce moment, de souveraineté. Est-ce que c'est un nouvel argument pour les relocalisations? Alors pour le coup, plutôt ricardienne. On reviendra après au deuxième aspect, l'aspect de transition écologique et technologique. Alors, vous avez parfaitement raison. Moi, j'essaye de clarifier le débat en disant qu'il faut distinguer 3 choses: la réindustrialisation, la relocalisation et la souveraineté, les problèmes de dépendance. C'est 3 choses différentes. On peut relocaliser la production sans réindustrialiser. Comment on définit la désindustrialisation? C'est la baisse structurelle de la part de l'emploi manufacturier dans l'emploi total. On est passé à 11% de l'emploi total en France pour l'industrie manufacturière, contre 18% en Allemagne encore. Donc il y a une vraie désindustrialisation. On peut aussi définir la désindustrialisation comme la baisse de la part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée. Ce qui est à peu près la même chose d'ailleurs en termes de pourcentage. On est à 11-12% de valeur ajoutée totale, de PIB. Donc, il y a bien un phénomène de désindustrialisation, mais est-ce que la réindustrialisation passe par la relocalisation au sens strict, celle que je définis comme au sens strict, c'est-à-dire les ricardiennes, le retour d'activités antérieurement délocalisées dans un pays à bas salaire en France?
Est-ce que c'est par ça que ça passe? Pas forcément, parce que les emplois ne sont pas recréés au moment de la relocalisation, puisque si on relocalise, c'est parce qu'on automatise, on robotise les chaînes d'assemblage pour avoir des coûts unitaires, des coûts par unité produite meilleurs. Et donc, sinon, on continuerait à délocaliser. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans l'habillement, où on ne peut pas robotiser les chaînes d'assemblage et on continue à délocaliser massivement. Donc, c'est un phénomène assez hétérogène. La souveraineté est un autre problème. La souveraineté, c'est une question de dépendance dans des secteurs qui posent des problèmes, non pas stratégiques, mais des problèmes de bien commun de l'humanité, par exemple la pharmacie. Et là, effectivement, on a laissé faire complètement les choses. Et je pense que la motivation doit être une motivation de bien commun, de bien public, qui touche la santé. Je vais m'expliquer juste sur ce point-là, sur la pharmacie en particulier. Si vous regardez une note du Conseil d'analyse économique qui définit les points de vulnérabilité en matière de dépendance à l'égard de l'étranger, vous avez sur 10 000 produits, vous en avez 2 000 qui viennent de extra-européens. Et vous en avez 600 qui sont à fournisseurs dont on dépend de certains fournisseurs. Et vous en avez 144 pour lesquels on dépend de très peu de producteurs. Et sur ces 144, vous avez des produits pharmaceutiques, quelques produits chimiques, etc. Et les produits dont vous avez parlé aussi. Donc il est possible, pour des motifs de souveraineté, surtout qu'il y a très peu de produits finalement, de ne plus dépendre d'un seul ou de 2 fournisseurs ou de 3 fournisseurs. D'ailleurs, les entreprises ont commencé déjà à réagir par rapport à ça. Et sur la pharmacie, bien, quelle est la différence entre la pharmacie et la chaussure de sport? Voilà, je fais une provocation. Quelle est la différence entre la pharmacie et la chaussure de sport? Quand vous regardez ce que je regarde depuis des années, les stratégies des groupes, vous avez la même logique de délocalisation. Les groupes pharmaceutiques comme Sanofi ou les groupes comme Adidas ou New Balance, que les jeunes connaissent bien ça, ils ont la même logique de fragmentation de leur chaîne de valeur. Ils développent ce que j'appelle 2 types de division du travail. Une division cognitive, c'est-à-dire une division fondée sur la connaissance, et ils définissent des blocs de savoir, et leur bloc de compétences, c'est la recherche-développement, mettre des produits nouveaux sur le marché, des médicaments, des nouvelles chaussures, Nike, etc., et par la recherche-développement et par l'innovation. Et le marketing, 2e bloc de connaissances. Là, ils maîtrisent à fond les choses, ils les combinent. Et au milieu de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la fabrication, les tiges pour fabriquer la chaussure de sport, etc., ou les médicaments, jusqu'à l'assemblage final, ça, c'est de la division complètement taylorienne du travail, c'est-à-dire le taylorisme pur et simple, où on décompose en tâches, on les délocalise dans des pays différents en fonction de l'avantage de coût, et ensuite on rapatrie tout ça, on remet tout ça dans un endroit où on assemble, où ça coûte le moins cher, et puis on refait revenir ça dans les zones où on peut exporter avec du marketing de haut niveau. Voilà ce que font les chaussures de sport des grands groupes oligopoles de chaussures de sport ou les grands groupes pharmaceutiques. La seule différence entre la pharmacie et la chaussure de sport, c'est que quand vous avez une rupture d'approvisionnement dans la pharmacie, ça a une externalité négative pour toute la société. On l'a vu avec les masques, les médicaments. Alors que pour la chaussure de sport, vous changez de fournisseur éventuellement. Ça touche le consommateur individuel. Et donc c'est un bien commun en effet. Et là, il faut aller beaucoup plus loin que ce qui est préconisé en matière de régulation. Il n'y a pas de traçabilité des chaînes de valeur. Le code douanier européen n'autorise pas les pays, les États membres à mettre un label de Made in France. Vous avez le droit de faire du Made in France, mais sous forme privée. Vous demandez à une association de vous donner un label, mais l'État, le gouvernement n'a pas le droit d'estampiller Made in France les produits qui sont fabriqués chez lui. Donc il y a un trou dans la législation européenne qu'il va falloir évidemment corriger pour pouvoir maîtriser mieux les chaînes de valeur. Et puis, sur des produits stratégiques, des produits de bien commun, et sur les vaccins également, il y a des problématiques de brevets. Donc il y a à isoler ces produits pour lesquels les effets sur la société sont majeurs et pour lesquels il faut aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Ça, on pourra y revenir. Mais sur le reste, la réindustrialisation, elle passe par des politiques beaucoup plus actives sur l'innovation, sur les territoires, et moins par des politiques d'aide aux entreprises pour qu'elles reviennent produire en France. Dans l'étude que nous avons faite il y a déjà quelques années, sur à peu près 200 entreprises qui relocalisaient en France, vous n'en avez que 6% qui ont utilisé les aides publiques. Les autres, elles l'ont fait pour des motifs parfaitement objectifs. Donc
la politique de réindustrialisation ne passe pas nécessairement par des relocalisations ricardiennes de retour, mais par des politiques actives d'aide à l'innovation et de promotion de ce que j'appelle les relocalisations schumpeteriennes, mais on va peut-être y revenir. On va y revenir. Alors, une question, j'en prends tout de suite parce que finalement, elle tombe bien à ce moment du débat, de Cyrus et Martin, prépa lettres et sciences sociales, Janson de Sailly, ils se reconnaîtront. Que pensez-vous des propositions d'Arnaud Montebourg qui centre sa campagne sur ces thèmes de remontada industrielle, de Made in France? Est-ce qu'on est dans des relocalisations ricardiennes ou est-ce que, alors là je fais le parallèle avec l'actualité, le plan France 2030 annoncé hier par le président de la République, qui lui met l'accent sur les nouvelles technologies, sur une politique de reconquête carrément sur des domaines qui n'ont pas été délocalisés encore, mais qu'il faut recréer sur notre territoire. Oui, je crois que l'approche d'Arnaud Montebourg est une approche moins caricaturale que ça n'apparaît quand il parle lui-même. Parce qu'en fait, il a une vision beaucoup plus stratégique, d'une certaine manière, période pompidoulienne, de politique industrielle tous azimuts. Et aussi de protectionnisme également, parce qu'il réclame un protectionnisme aux frontières pour se protéger de la mondialisation. Donc il prône la démondialisation. Lui, il est pour une démondialisation la plus totale possible, quasiment. Très clairement, il est pour une démondialisation, pour une reconquête de l'espace national comme l'espace de circulation des marchandises et des produits. Et il vend le Made in France. Tout à fait. Et ce Made in France, là où je serais d'accord avec lui, c'est que le Made in France, il est impossible parce qu'encore une fois, la législation européenne ne l'autorise pas. Le code douanier européen, il faut le changer. Si on veut une traçabilité parfaite des chaînes de valeur, que les entreprises arrêtent de maquiller leur stratégie de délocalisation, elles font venir des produits, des biens intermédiaires, elles les assemblent, elles mettent une marque française, elles font comme si c'était un produit français, ou bien elles ne font qu'assembler un vélo et elles disent oui, c'est un vélo produit en France. Si on veut que ça s'arrête, il faut une politique claire, législative, de traçabilité des chaînes de valeur, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc ça, moi je suis absolument d'accord pour qu'on régule mieux, que les consommateurs sachent à quoi ils ont affaire et que l'État puisse avoir des moyens d'action en connaissance de cause. Là où je le suis beaucoup moins, c'est sur les aides publiques qu'on apporte aux entreprises. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le lui expliquer. Moi je pense que aider directement les entreprises est une erreur considérable parce que ça crée des effets d'aubaine. Ça crée des effets de distorsion de concurrence entre celles qui ont délocalisé et celles qui n'ont pas délocalisé. Et puis, ça crée aussi des effets qui sont... Alors, à défaut de cette stratégie, il y a une stratégie pour le coup de Made in France. J'y reviens sur ce qu'a annoncé hier le président de la République dans son projet France 2030. Il a fixé 10 objectifs, 10 objets, il a dit, qui peuvent être produits en France à haute technologie, qui doivent accompagner notamment l'indépendance nationale et la transition écologique dans un certain nombre de domaines. Alors, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, hein. Il y a le nucléaire, bon je passe rapidement parce que évidemment ça pour le coup c'est territorialisé, même si on peut l'exporter nos savoir-faire, on peut avoir un débat mais ce n'est pas l'objet sur le faut-il ou pas du nucléaire, en tout cas il a mis l'accent là-dessus, il a mis l'accent sur l'avion du futur. On sait que cette génération particulièrement, mais j'allais dire la question de l'avion décarboné est un vrai sujet, sans faire ma Greta Thunberg, c'est un sujet qui aujourd'hui doit être traité rapidement. Il a même demandé à l'industrie aéronautique d'aller plus vite que 2035 pour proposer des technologies. Il y a l'automobile et notamment le débat sur les batteries. Il a parlé des semi-conducteurs, je l'ai dit. Bon, il y a un certain nombre de points comme ça. Est-ce que c'est pour vous une bonne démarche de mettre 30 milliards, un pognon de dingue quand même, pour paraphraser Emmanuel Macron, dans ces technologies, de les cibler? Est-ce que ça peut produire, et à quelles conditions, des résultats? Alors pas forcément de relocalisation, mais simplement de localisation d'activités, d'emplois à forte valeur ajoutée en France. Je vais vous dire tout à fait franchement, je découvre les effets d'annonce d'aujourd'hui sur les 30 milliards, dont 50% devraient être en plus dirigés vers la décarbonation. La décarbonation, voilà, le changement, la lutte contre le changement climatique et la biodiversité, etc. Je l'accueille plutôt bien. Pourquoi? Parce que j'étais très inquiet par le plan de relance d'il y a quelques mois, dans lesquels vous aviez à peu près... Qui était conjoncturel. Hein, non, il y avait aussi une partie, 1 milliard pour les entreprises, pour la relocalisation. Et il y avait 600 millions qui étaient justement dirigés... C'est ça que vous critiquez quand vous dites que ce n'est pas par des politiques de subvention. Voilà, exactement. Parce que là, à mon avis, il y a eu des effets d'annonce de la part des firmes qui ont dit qu'elles allaient recréer des emplois, mais je n'y crois pas beaucoup. En plus, ces aides, ce que j'observe depuis 30 ans, c'est que quand les entreprises empochent ces aides, elles se comportent à peu près bien pendant une durée où elles touchent, où ces aides existent, mais dès lors que ces aides s'épuisent, elles repartent. Parce qu'il faut savoir qu'elles
qu'elles sont très mobiles, c'est des footloose enterprises, donc elles sont capables de mettre en concurrence les territoires. Donc c'est un peu une illusion de se dire qu'on les capte par de l'argent. Et elles ne resteront pas longtemps, elles ne sont pas pérennes. En revanche, ce qui m'a satisfait d'une certaine manière, mais il faut voir maintenant comment ça va être appliqué, parce que toute la problématique, c'est la mise en œuvre qui reste totalement floue. Mais le fait de viser des savoir-faire, de la recherche, de l'innovation, ou des territoires, des facteurs de production, oui, ça, la politique industrielle doit cibler, et c'est plutôt de bon signe que d'annoncer ça comme ça. Après, il y a toute une série de choses qui n'ont pas été réglées. La question du crédit d'impôt recherche qui n'est pas ciblé, on n'en parle pas. 40% vont au service, à la distribution, vous en avez 10% qui sont dans le secteur de la distribution. On ne voit pas beaucoup l'intérêt. Pourquoi ne pas concentrer le crédit d'impôt recherche sur les vraies activités d'innovation et sur les entreprises qui sont à même de faire de l'industrie? On a le droit de le faire en réalité. Et en plus, le crédit d'impôt recherche, il est toujours distribué aux têtes de groupe des multinationales au lieu d'être distribué aux établissements. Alors les têtes de groupe, on voit très bien ce que ça fait. C'est que vous avez de l'optimisation fiscale, vous touchez les crédits d'impôt recherche, mais vous n'êtes pas du tout certain que c'est... D'ailleurs, il y a eu un rapport de France Stratégie qui fustigeait ce crédit d'impôt recherche. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas été dans les mécanismes existants déjà qui jouent un rôle, qui sont bons. Le crédit d'impôt recherche, on n'a pas été dans l'amélioration de ces procédés. Ensuite, la modalité de mise en œuvre de ce plan qui est annoncé aujourd'hui, moi je ne sais pas comment ça va être mis en œuvre concrètement. On a quand même des doutes sur la possibilité d'avoir à la fois de la formation professionnelle. Il y a quand même un peu de saupoudrage à l'intérieur, bon, même si on cible sur des technologies bien identifiées, quinzaine. Bon, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens du point de vue du ciblage. Après, les modalités concrètes de réalisation sont à venir et à travailler. Est-ce que vous qui observez ces questions depuis longtemps, vous vous souvenez, on parlait de Montebourg, il avait fait les 34 plans industriels. À l'époque où il parlait de démondialisation, il avait ciblé très large. On avait dit, le problème c'est qu'il ciblait peut-être trop large. Est-ce qu'il vaut mieux, plutôt que de saupoudrer l'argent, on avait les pôles de compétitivité qui avaient un peu aussi cette critique, l'idée de se concentrer sur quelques domaines dans lesquels on peut espérer vraiment jouer un rôle de leader. Parce que dans ce débat que nous avons sur les chaînes de valeur et sur la valeur ajoutée, ce monde post-Covid, c'est un monde où on veut des emplois à forte valeur ajoutée chez nous, finalement. On ne va pas arrêter d'acheter des chaussures, des baskets produites en Chine ou au Vietnam. En revanche, ce qu'on voudrait, c'est que les emplois bien payés et à forte valeur ajoutée, avec des bonnes formations, soient en France. C'est ça la vraie réponse. Oui. Alors, ça permet aussi, tout à l'heure, j'ai essayé de distinguer 3 types de choses qui sont confondues dans le débat public: réindustrialisation, relocalisation, souveraineté. Il faut vraiment les distinguer. Il y a 3 autres choses qu'il faut vraiment, ou 2 autres choses qu'il faut vraiment distinguer. Ce sont les objectifs de la politique industrielle. Si votre politique industrielle consiste à se dire, ce que vous venez de dire exactement, récupérant l'avantage technologique dans des domaines où on s'est fait dépasser, à ce moment-là, ce n'est pas des problématiques d'emploi qui doivent être derrière ça. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs dans le problème des pôles de compétitivité, on en a fait 80 au total, et finalement, ça a été du saupoudrage parfait. Alors ça a eu des effets, hein, c'était pas complètement négatif, mais c'est du saupoudrage. Au sens où on n'est pas resté sur un objectif, être technologiquement, au niveau de masse absolue, compétitif à l'échelle internationale, au même niveau que la Chine ou les États-Unis. Et ça, ce n'est pas des objectifs d'emploi, parce que vous allez concentrer sur des technologies, des recherches qui vont être biaisées en faveur du travail très qualifié, et assez peu d'emplois créés. Donc, déconnectons ça d'un autre objectif, qui est l'objectif de réduire les chocs de la mondialisation. Ce qui est 2 choses complètement différentes. Et ce que je reproche à Arnaud Montebourg, c'est qu'il y a une confusion entre les deux. Si on veut réduire les chocs de la mondialisation sur l'emploi, et si on veut recréer des emplois face à la concurrence des pays à bas salaire, alors là, il faut s'intéresser au territoire, à ce qui se passe sur les territoires. Et là, il y a des problématiques de mobilité du travail, il y a des problématiques de formation, de compétences. De compétences, voilà. D'ailleurs, dans le plan d'hier, il y a 2 milliards pour la formation. Exactement. Mais il faut vraiment... Ce que je trouve bien dans le plan actuel qui vient d'être annoncé, c'est qu'il semble distinguer ces différents objectifs. Même si, quand même, concrètement, quand on regarde l'application,
qui est prédite, mais qui n'est pas concrète. Hein. On peut se demander comment tout ça va se faire concrètement. Mais il y a quand même une tentative de dire, voilà, on a ce que vous avez cité, l'hydrogène, c'est fondamental pour l'avenir. Bon, le nucléaire, il le garde comme une stratégie active de décarbonation. 50% de ces aides pour décarboner l'économie française. Bon, tout ça me paraît aller plutôt est-ce que c'est pas ça le vrai changement? C'est-à-dire qu'effectivement, bon, la mondialisation, les délocalisations, ça a été une époque. Là, est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau paradigme qui accompagne d'ailleurs tous les débats sur la transition écologique, de proximité, de territoire, de circuits courts? Vous parlez de l'hydrogène, on ne va pas produire de l'hydrogène, à supposer qu'il soit vert déjà, donc c'est déjà un vrai sujet. Donc produire de l'hydrogène, ça ne va pas être pour le transporter dans un pipeline, ni dans des camions, sinon ça ne marche pas. Donc on ne va pas vers une logique nouvelle de localisation des emplois à forte valeur ajoutée dans ces nouvelles énergies, dans ces nouvelles industries du futur, qui sont finalement le nouveau paradigme du XXIe siècle. Oui, clairement, le meilleur moyen de relocaliser et de réindustrialiser, c'est de participer à ce grand mouvement de décarbonation. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les choses de près, prenez secteur par secteur les chaînes de valeur, ce qu'on appelle les chaînes de valeur, hein, quand vous décomposez les produits depuis la recherche et développement jusqu'à l'assemblage final du produit. La caractéristique de la période d'hypermondialisation, où on dilatait les chaînes de valeur très loin, c'est aussi une hypercarbonation. En d'autres termes, plus les chaînes de valeur, plus les secteurs sont intensifs en énergie fossile, plus vous avez une longueur de la chaîne de production élevée. Et plus vous avez une longueur de la chaîne de production élevée, plus ça donne des incitations à la disperser. Une entreprise suédoise dont je parlais, je crois, ce matin, invente un nouveau procédé de fabrication du fer. Au lieu de passer par un mécanisme traditionnel utilisant le charbon, elle invente des éponges oxydées qui augmentent de 90% le fer sans recourir du tout au charbon. Et elle a investi 1,5 milliard d'euros par an pendant 20 ans. Et en faisant ça, elle raccourcit la chaîne de valeur. Elle la raccourcit parce qu'elle supprime des étapes. Et la production d'acier est du coup recomposée complètement en Suède, avec des matériaux nouveaux, des nouvelles façons de fabriquer les biens. Si on prend le textile habillement, plus on va aller vers des textiles nouveaux qui utilisent la biotechnologie, etc., moins on aura recours à des textiles chimiques, et plus ça autorisera aussi des recompositions de chaînes de valeur à proximité des centres de R&D, etc. Ce qui n'empêchera pas d'aller faire la même chose dans d'autres pays pour vendre sur place, par ailleurs. Mais effectivement, la décarbonation est le meilleur moyen de relocaliser et de recomposer les chaînes de valeur. Mais ça ne suffit pas tout seul, parce qu'il y a un problème d'incitation. Et le problème d'incitation, il concerne les coûts de transaction quand vous décomposez votre chaîne de valeur. Alors, je vais prendre un exemple très précis. Vous fragmentez votre chaîne de valeur en morceaux. Vous envoyez l'assemblage en Chine, la production de biens intermédiaires au Cambodge, etc., dans différents pays. Et vous recomposez, vous assemblez tout ça en Chine, et à partir de la Chine, vous réexportez vers d'autres pays ou vous réimportez vers votre pays d'origine. Plus les écarts de coûts entre les différents pays sont élevés, plus vous êtes incité à faire ça. Mais il y a une chose qui vous empêche de le faire. Ce sont les coûts de transaction, les coûts de transport entre chaque unité, chaque pays. Les coûts de transport qui doivent en plus inclure aujourd'hui le coût des émissions de gaz à effet de serre, le coût carbone. Avec l'arrivée du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, voilà. On n'appelle pas taxe carbone mais européenne, mais qui va arriver, vous pensez que ça peut accélérer cette incitation? Alors ça, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que plus vous allez élever les coûts de transaction aux frontières pour les produits qui sont des produits à forte intensité d'énergie fossile, plus vous allez favoriser de la part des groupes une incitation à innover, à condition que le prix de l'émission de carbone devienne vraiment prohibitif à tel point que ça incite à l'innovation. C'est ce qui se passe pour cette entreprise-là. Il est déjà monté à 65 € avec la hausse des prix de l'énergie. Et plus ça devient crédible, plus ça incitera les entreprises à recomposer, à relocaliser dans l'agriculture, etc. Et ça correspond aussi à des aspirations des citoyens. Cela dit, pardon de vous dire qu'il se passe quelque chose ailleurs que dans l'industrie qui va exactement à contre-courant de tout ce qu'on est en train de dire. C'est ce qui se passe dans
les services. Et quand même, les services, c'est 75% des emplois en France. Vous en avez dans l'industrie manufacturière, au cœur de l'industrie manufacturière, en moyenne, dans les pays de l'OCDE, vous avez 40% d'emplois de services. Et ces emplois de services, c'est de la recherche-développement, c'est du marketing, c'est de la logistique, de la distribution, tout ce que vous voulez. Mais qui sont dans l'industrie. Hein. Je ne parle pas des emplois de services de banque, d'assurance. Et 40% en moyenne. Ça va de 20 à 60% selon les pays. La part de la sous-traitance, de la délocalisation de ces emplois de services est passée de 8% en 2000 à 22% en 2018. De 8% en 2000 à 22%. Et l'expérience de la crise sanitaire, voilà, avec le télétravail... Est-ce que le télétravail ne risque pas d'accélérer si jamais il a accéléré la tendance. C'est-à-dire qu'il a rendu... Vous avez tous travaillé à distance. Il a rendu plus efficace à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça que les syndicats se méfient un peu du télétravail à l'échelle mondiale, il a généralisé. Ils ont pris conscience du danger. Il y a même des patrons de la Silicon Valley qui ont voulu le télétravail à 100%, qui ont dit, dans ces cas-là, vous allez travailler chez vous, pas à San Francisco, ce sera moins cher votre immobilier, on va vous baisser votre salaire. Mais c'est la grande tentation des firmes, parce qu'il y a un surcoût de la relocalisation. Il ne faut pas s'imaginer que ça va se faire à coût identique. Hein. Il y a un surcoût. Quand vous faites revenir des produits agricoles biologiques et que vous arrêtez, vous cassez les chaînes longues de la bouffe, de la malbouffe importée, etc., vous repayez plus cher quand même la production localisée. Donc il ne faut pas croire que ça ne va pas être... Et la tentation quand même, c'est de dire, il y a des activités immatérielles, des services, des emplois, qui sont délocalisables à merci. Délocalisation des services. Qui sont délocalisables à merci. Il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de coût de transport, il n'y a pas de régulation. Allons-y. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Donc je dis, et c'est un peu le point faible du plan annoncé par Macron, par le président, c'est qu'il n'y a rien sur ces activités, ces emplois de services. Et je vous dis ça pas pour rien. C'est parce que, et il y a des économistes probablement dans la salle, la relation entre les services et l'industrie a changé. Le fait de considérer que l'industrie, le secteur moteur, et le service, le secteur entraîné, c'est vrai globalement sur la croissance. Mais à l'intérieur de l'industrie, vous avez des emplois de services qui sont des emplois moteurs d'attractivité. Et donc si ceux-là partent, vos avantages comparatifs industriels risquent aussi de devenir beaucoup plus fragiles. C'est le cas de la R&D. Mais encore beaucoup plus simplement, c'est le cas de ce que nous vivons, nous, à l'université, compte tenu de la faiblesse des salaires des enseignants-chercheurs et des chercheurs, qui sont très faibles, y compris par rapport aux voisins européens. On a une fuite des cerveaux remarquable dans certains domaines. Donc on peut produire de la connaissance, mais si elle sert aux autres, parce qu'il y a de la fuite des cerveaux, alors on a perdu. C'est pour ça que moi je regrette que le plan ne se concentre pas d'abord sur la recherche. Parce que c'est ça qui produit la reconquête d'avantages comparatifs de long terme. Un grand plan sur la recherche. Alors on a quelque chose qui apparaît sur la loi de programmation de la recherche, mais c'est vraiment insuffisant en termes de capacité d'attractivité, eu égard à ce que font nos voisins allemands ou à ce que font les Américains. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans ce plan, vous avez raison de le souligner sur tous ces aspects. Il y a un sujet dont on n'a pas encore beaucoup parlé, même s'il est implicite dans ce que vous parliez de relocalisation ricardienne, c'est la robotisation, la possibilité finalement de récupérer nos avantages comparatifs avec ce qu'on appelle l'industrie 4.0 pour aller vite. Ça, c'est une expression allemande, hein. Les Allemands sont très en avance, on essaye d'y aller aussi. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle également dans les usines. Les usines de demain sont des usines, j'allais dire, sans ouvriers ou pratiquement. Quel impact sur l'emploi? Certains disent, en fait, c'est faux de dire la robotisation tue l'emploi. Jusqu'à présent, d'ailleurs, quand on regarde, c'est vrai. Mais est-ce que ça sera vrai toujours? Et du coup, est-ce que ce n'est pas simplement une façon de nous redistribuer le pouvoir d'achat qu'on était allé chercher dans la mondialisation, mais au détriment de l'emploi? Question de Karl, je précise. Oui. Non, mais j'ai reformulé. C'est une très très bonne question. La robotisation, elle produit deux effets. Elle produit d'abord une polarisation des salaires. Ça, c'est très connu. La littérature américaine le rend bien. Nous, on a fait des travaux là-dessus en France. Ça polarise les salaires, c'est-à-dire que ça favorise les emplois très 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 peu qualifiés et les emplois très 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 qualifiés. Et au milieu, il y a des perdants. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on travaille sur données, nous on a travaillé sur les DADS, c'est-à-dire les données sociales, de déclaration sociale, et on a décomposé l'emploi par tâche. Et on observe une chose assez intéressante, c'est que désormais, la globalisation comme la robotisation touche beaucoup les tâches qualifiées
d'ingénieurs, de techniciens qui étaient protégés durant la période fordiste. Durant la période fordiste, c'était plutôt les non qualifiés hein, qui étaient relativement perdants. Et donc là, on monte, ça c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est un effet de substitution du capital au travail au niveau microéconomique indéniable. Quand vous relocalisez la production, encore une fois, par la robotisation, vous réduisez la part de la main-d'œuvre utilisée pour fabriquer vos biens. C'est pour ça que j'appelle ça des innovations ricardiennes, parce qu'en fait, c'est juste la quantité de travail socialement nécessaire qui diminue pour fabriquer le même bien, grâce aux robots. Donc, au niveau micro, vous avez bien de la substitution. Là, on dit que finalement, la robotisation ne détruit pas l'emploi au niveau macro, ce qui est vrai aussi, la littérature le montre. C'est parce que quand vous avez une robotisation qui crée des richesses, bah, cette création des richesses, elle a des effets induits sur l'économie, et ça peut induire des créations d'emplois dans des secteurs connexes, dans des secteurs des services, etc., aux ménages, etc. Et finalement, quand on regarde les relocalisations que j'observe dans les zones d'emploi, dans les bassins d'emploi, ça n'a pas d'effet direct sur la création d'emplois de l'entreprise qui a relocalisé. Elle relocalise un emploi pour 10 perdus avant, encore une fois, c'est ça à peu près l'ordre de grandeur, mais ça a des effets sur les sous-traitants, sur un certain nombre d'activités, donc ça redensifie des compétences qui peuvent recréer de la croissance. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a des effets qui sont positifs comme effet induit. Mais l'effet direct, c'est un effet, évidemment, de destruction de l'emploi antérieur. C'est assez évident. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réindustrialisation par de la relocalisation directe. Et c'est pour ça que je plaide encore une fois en faveur d'une concentration des aides sur les facteurs de production, sur les territoires, sur les gens, sur les personnes qui sont... Ce qu'on a observé dans un travail récent aussi, c'est que si vous regardez le même secteur industriel, il ne contient pas, il n'a pas le même contenu en fonction de routinières très fragiles versus les fonctions plus cognitives, qui nécessitent la proximité, dans une région par rapport à l'autre. Dans une des régions françaises, je ne citerai pas le nom, la même activité industrielle comporte 6% de moins que dans la région parisienne de tâches cognitives. La même activité exactement. Donc c'est beaucoup plus fragile. Donc si vous voulez réduire la fragilité des sectorielle des territoires, il faut avoir un observatoire d'anticipation des chocs sur les territoires au niveau le plus fin possible. Et il faut avoir une stratégie d'aller sur les contenus même des compétences utilisées. Et il manque beaucoup de compétences, on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Et ce manque de compétences favorise la fragilité. Les difficultés de recrutement sont le problème numéro 1 cité par les entreprises. C'est vrai. Question de formation. C'est vrai. Alors, une question des élèves de la prépa lettres et sciences sociales de Janson, de Sailly. N'est-ce pas utopique de considérer l'innovation comme la solution de tous les maux? Alors, je n'ai pas plus de précision. Est-ce que c'est la question de savoir, finalement, il faudrait aller plus vers la décroissance ou vers une croissance moins technologique? C'est peut-être la question qui implicitement est posée du choix de modèle de société dans lequel on veut vivre. Oui, là, en fait, l'innovation, elle n'est pas seulement technologique, elle est aussi sociale, elle est aussi organisationnelle, elle est aussi comment fabriquer des biens différemment. Ça, c'est tout à fait certain. Ce que je veux dire par là, c'est que, justement, c'est pour ça que j'oppose les relocalisations ricardiennes. On ne veut pas revenir au temps des Amish, en tout cas, c'est ça que vous voulez dire. J'oppose ça parce que les relocalisations ricardiennes, c'est simplement reprendre la même activité qui a été délocalisée en Chine. Le groupe Nathan avait délocalisé ses jeux électroniques à Hong Kong, il les a fait revenir en France. Bon, mais ça n'a pas beaucoup changé les choses. Une entreprise qui faisait de la bonnetterie était localisée à Bombay, elle est revenue à Roubaix, elle a utilisé les aides, elle est repartie tout de suite après. Donc ça ne change pas grand-chose. En revanche, les relocalisations schumpeteriennes, c'est celles qui sont liées à ce que j'appelle la non-délocalisation. Dans un secteur donné, vous avez une prédomination des importations de biens intermédiaires ou de biens même finis, parce qu'on est moins compétitif que d'autres pays. Et d'un seul coup, une entreprise innove, invente une nouvelle façon de produire le bien ou un nouveau produit grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux imprimantes 3D, grâce à toute une série de choses ou simplement à leurs idées. Et d'un seul coup, ça se substitue au flux d'importation. Et on peut avoir une croissance qui est une croissance granulaire qui part de l'innovation territoriale. Et si en plus cette innovation, elle est favorisée du point de vue des politiques publiques en direction de la lutte contre le changement climatique, de la décarbonation, alors on peut avoir un peu d'espoir qu'on ait un sentier de croissance
meilleure qu'auparavant. Donc moi, je pense que l'innovation technologique n'est pas la panacée en soi, mais qu'elle doit être entourée de tout cela, mais elle est absolument nécessaire, parce que finalement... En tout cas, pour décarboner l'économie, voilà, elle est indispensable. Sans innovation technologique, sans recherche-développement, sans recherche tout court, on n'y arrivera pas. C'est la raison pour laquelle l'objectif numéro 1, c'est le soutien à la recherche et aux universités. Oui, ça on l'a compris. C'est un message tout à fait bien entendu. Peut-être, on termine à la fin de ce débat, donc peut-être je poserai une question de synthèse qui est un peu politique, pardonnez-moi, mais bon, il y a eu Trump et America First, c'est une forme de démondialisation. Il y a le Brexit. Si vous écoutez ce que dit Boris Johnson sur le Brexit 6 ans après, donc là on est dans la mise en œuvre du Brexit, il dit je veux faire une économie, sortir de l'économie low cost avec des bas salaires, créer une économie alors, de l'innovation pour le coup, une économie avec que des emplois à forte valeur ajoutée, bon là aussi peut-être des illusions, mais et une économie qui se referme à l'immigration. Quand on voit tout ça, ce qui s'est produit donc dans le monde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qu'est-ce que vous dites pour la France, pour l'Europe, et pour la France en ce moment où on a un débat présidentiel qui n'est pas très clair sur tous ces sujets-là, qui invoque ces concepts, vous êtes un spécialiste de l'immigration, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui met en avant un certain nombre de concepts comme l'immigration, comme la démondialisation. Est-ce que on est dans une forme de Frexit qui s'ignore. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une illusion, là aussi, de penser qu'on peut... Oui, vous avez 3 minutes. Donc de penser qu'on va pouvoir tout relocaliser et vivre dans une logique un peu autarcique. Bon, il y a plusieurs questions, en fait, dans votre question, parce qu'il y a une question qui est très pratique, c'est a-t-on besoin d'immigration ? En gros, en dépit des discours. On a vu en Angleterre que visiblement, ils ont un problème. Alors, la réponse, je trouve que j'ai écrit un livre, effectivement, qui s'appelle « L'immigration en France, mythe et réalité » chez Fayard en 2017, donc vous pouvez toujours aller le voir, qui est d'actualité parce qu'il répond point par... Il y a 15 mythes qui sont des... 15 mythes chauffeurs pour livrer les stations d'essence. Ce qui est très intéressant, c'est que l'immigration n'est pas le moyen de résoudre les problèmes du marché du travail. Il faut avoir des politiques structurelles, d'élévation des salaires à long terme, etc. Bon. Mais à court terme, vous avez toute une série de secteurs qui dépendent de l'immigration, quel que soit le niveau de l'échelle des qualifications. Rapport de l'OCDE. L'OCDE publie chaque année un rapport qui s'appelle « Perspectives des migrations internationales ». Je vous conseille de le regarder. C'est très, très documenté, c'est bien mesuré. Et quand vous regardez la France, comme les pays de la région de l'Union européenne, les besoins d'immigration se font sentir des très qualifiés jusqu'aux moins qualifiés, dans les services, etc. Donc il y a une sorte de discours, qui est un discours un peu trompeur, qui dit, alors ça c'est le moins pire des discours qu'on a sur l'immigration, c'est de dire, parce qu'il y en a un pire maintenant, qui dépasse toutes les limites, mais sur l'économie, il y en a un qui consiste à dire, écoutez, on va uniquement importer, entre guillemets, des talents. Voilà, des migrations très qualifiées. Et comme ça, on va pouvoir construire une économie. Sauf que la réalité, c'est que vos besoins sont sur tous les échelons de la qualification et qu'il y a des emplois, des tâches qui ne sont pas substituables. D'ailleurs, les économistes, hier, il y a eu le résultat du prix Nobel d'économie. Il y en a un qui s'appelle David Card, qui est connu pour avoir fait des travaux d'expérience naturelle et qui a mesuré l'impact de l'immigration cubaine au début des années 80 sur les États-Unis en utilisant cette expérience naturelle et en la comparant avec d'autres pays. On trouve comme résultat que l'immigration ne se substitue pas à la main-d'œuvre locale. Pour quelle raison ? Parce que simplement, au sein d'une même catégorie socio-professionnelle, les tâches utilisées par les immigrés, les travailleurs immigrés, et celles qui sont utilisées par les autochtones ne sont pas les mêmes. Donc, je vous prends un exemple. Prenez le bâtiment et les travaux publics. Aujourd'hui, je vous fais le pari d'augmenter de 15%, voire de 20%, et même de 30% le salaire d'un manipulateur de marteau-piqueur. Vous ne trouverez jamais un autochtone qui viendrait utiliser cette tâche, parce que la pénibilité, l'effet sur la santé est tel que, évidemment, alors ça c'est pour les emplois peu qualifiés, mais il en va de même dans d'autres catégories socio-professionnelles. Donc il y a une espèce de discours qui consiste à dire la mauvaise immigration, c'est la migration non qualifiée, alors qu'on a besoin de beaucoup d'immigrés d'emplois immigrés dans les EHPAD. Les EHPAD, voilà, s'occuper des vieilles personnes aujourd'hui en France, qui est-ce qui fait ça? Donc il y a toute une série d'emplois. Et c'est un discours qui est un discours faux, parce qu'on considère qu'on peut avoir une dissociation
des attaques. On peut attaquer les non qualifiés et moins attaquer les très qualifiés, les talents. Mais c'est faux parce qu'en réalité, ça provoque un débat assez biaisé, pour le moins, et assez délétère sur le rôle que joue l'immigration dans une économie comme l'économie française, et qui fait passer à côté du fait que, somme toute, on mélange tout, mais l'intégration fonctionne plutôt bien, globalement, s'intègre sur le marché du travail normal, et que, finalement, à court ou moyen terme, si on ne recrute pas d'immigration professionnelle, qui a été stoppée depuis 1974, encore une fois, et qui a été réduite à très peu, si on ne recrute pas, bah, ça favorise, dans les secteurs traditionnels, comme le bâtiment, les travaux publics, etc., bah, le recours à l'immigration clandestine. Donc, en fait, on fait le choix de recourir au secteur informel. Voilà. Mais donc, tout ça réside dans l'incapacité d'avoir un débat serein, clair, tout en gardant dans l'esprit que l'économiste, et il a raison en général, je dis l'économiste, quand il est sur cette position-là, considère que l'immigration n'est pas l'instrument qui permet de régler les problèmes du marché du travail. C'est autre chose, c'est une politique dynamique, etc. Mais en attendant, tout à l'heure vous parliez des difficultés de recrutement. Si vous regardez les difficultés de recrutement en France, ils sont vrais, c'est 300 000 emplois qui ne trouvent pas preneur. Alors le MEDEF, sans arrêt, avance cet argument. Mais quand vous regardez d'où viennent ces difficultés de recrutement, vous voyez deux choses. Vous voyez des pénuries, ce n'est pas des pénuries, c'est des difficultés de recrutement sectorielles, mais les secteurs sont localisés dans des bassins d'emploi. Et en réalité, c'est des problématiques d'écart entre les bassins d'emploi. Il y a des bassins d'emploi qui sont en chômage. Avec des problématiques de mobilité, et de prix des logements. Et les migrants, contrairement aux années 60-70, sont des gens qui sont plus mobiles et qui répondent plus facilement, on l'a vu aussi sur les réfugiés, à ces demandes d'emploi. C'est une forme d'avantage comparatif. Bah, ils répondent, en tout cas, parce qu'ils comparent leur salaire quand ils arrivent, quand ils sont primo-arrivants, ils comparent leur salaire au pays d'origine et non pas au pays d'accueil, parce qu'ils veulent améliorer leur vie, leurs conditions, et puis ils sont beaucoup plus prêts, plus enclins à être mobiles sur le territoire pour aller répondre, trouver un emploi, tout simplement. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faille régler tous ces problèmes par là, mais les dénier et penser qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir une immigration professionnelle aujourd'hui, évidemment, est simplement un mensonge. Bon, on est un peu sorti du débat du jour, mais ça fait partie du débat de l'époque. Et puis, je pense que ça a été intéressant de vous entendre sur tous ces sujets. Je crois qu'on peut vous applaudir, vraiment, parce que c'était très pédagogue, intéressant. Monsieur le Président de Dauphine, vous avez de la chance d'avoir un président comme ça. Merci encore.